Messieurs les économistes, cher public, bonsoir et bienvenue à ce débat inaugural de la 54e saison des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Mesdames, messieurs, je vais vous demander le silence, car ce soir l'heure est grave. Alors que chacun cesse de parler dans la salle et que tout le monde écoute. L'heure est grave, Camille. Mais je sais, Anaïs. Voilà 5 ans que maintenant l'économie est désorientée. Il est vrai que la négociation de ce débat avec vos camarades de l'association n'a pas été de tourpeau. Je plains le camarade Pierre-Étienne Fiquet qui a tout pris en pleine poire, dans tous les sens, etc., qui m'a eu l'air d'être entre le marteau et l'enclume en permanence. Ça n'a pas dû être un pique-nique pour lui, le pauvre. Et en effet, il avait affaire à un mauvais client en ma personne. Donc, il est tout à fait exact que c'est moi qui ai demandé ce format de débat. Car enfin, regardez un peu autour de vous, dans l'espace du débat public, dans l'espace du débat médiatique. Et qui voyez-vous? Qui voyez-vous depuis 30 ans? Toujours les mêmes bobines. Je veux dire, où est le pluralisme dans ces endroits-là du débat public? Il a fallu la crise de 2008 et que le capitalisme manque de calancher, le superbe capitalisme privé, rattrapé par les bretelles par la mama étatique, évidemment, pour que commence à s'opérer un début de transformation, mais alors extrêmement timide, au cours duquel il est devenu possible de dire des choses dans le débat public qui étaient rigoureusement inaudibles et indicibles. À savoir que, en effet, les marchés financiers ont une efficience visiblement assez discutable, les déréglementations en tous sens n'ont pas engendré le meilleur des mondes promis, l'austérité pourrait bien avoir quelques effets sociaux, mais aussi économiques catastrophiques, etc., etc. Alors oui, le pluralisme façon un cheval, une alouette, c'est-à-dire 2% de temps de parole aux économistes atterrés et 98% aux crétins gyroscopiques qu'on retrouve en permanence à C'est dans l'air ou dans tous les débats, ça suffit. Le lieu du débat, ça n'est pas les estrades. Le lieu pertinent du débat, c'est dans les têtes. D'abord, merci de votre invitation. Je pense que, effectivement, il y a besoin de pensée hétérodoxe, et la pensée hétérodoxe, elle est variée, elle est diverse. L'efficience des marchés financiers que nous récusons, donc le problème du dépassement des marchés, c'est en réalité une question à laquelle tout le monde est confronté, aussi bien les entreprises, leurs gestionnaires, que les travailleurs, que les personnes sans emploi. Toute la société est confrontée à ces questions-là. Je vous remercie de nous avoir invités. On a quelque chose à se dire, quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés dans des études de commerce ou des études de finance dans les années 2000 et qui pensaient avoir des perspectives brillantes, sans se poser la question, est-ce que mon activité a une quelconque utilité sociale? Le capitalisme financier est confronté à un certain nombre de crises. Un jour, les peuples s'en apercevront. On a des contraintes écologiques. Ça peut être intéressant pour vous de voir ce que nous avons à dire sur la crise actuelle et les manières dont, ensemble, nous pouvons essayer d'en sortir. Donc, si je ne m'abuse, non seulement vous avez eu l'audace de nous inviter, merci beaucoup, mais en plus, vous avez choisi comme titre de la conférence « Du capitalisme, faisons table rase ». En fait, si on y réfléchit bien, le point de vue que je soutiens, c'est que c'est déjà fait. C'est-à-dire du capitalisme faisons table rase, en partie, c'est en partie déjà fait. Et ça veut dire quoi? Le point de vue que je soutiens, une des questions qui était posée dans le correspondance, c'était la place de l'État. En fait, si on y réfléchit bien, aujourd'hui, nous ne vivons pas à proprement parler dans des économies de marché ou dans des économies capitalistes. Le marché existe, bien entendu. Le capital existe. Il domine à certains égards. Mais il ne surdétermine pas tout. Il y a des pans entiers de l'économie qui échappent au marché et au capital. D'ailleurs, marché et capital, c'est pas la même chose. C'est pas dans une école de commerce, j'espère que je vais vous apprendre ça. Du moins, je l'espère. Le capital, généralement, il préfère spontanément le monopole. Il faut lui imposer, bien entendu, la concurrence. Mais passons sur le privé. On vit dans des économies avec du privé et du public. Et l'État joue un rôle absolument majeur. Alors, vous connaissez ce chiffre-là. La dépense publique représente 56% du PIB. Quand on entend ce chiffre, même les économistes les plus keynésiens, les moins libéraux, parfois sont gênés, à tort. Parce qu'en fait, on y reviendra dans le débat, en fait, on mélange tout et n'importe quoi dans ce chiffre de 56%. Et je pense que c'est tout à fait légitime que la dépense publique soit de 56%. Il faudrait même qu'elle soit sans doute beaucoup plus élevée. Ça ne veut pas dire, ce chiffre de 56%, que l'État
les administrations publiques, la Sécu, prélèvent 50% de la richesse, puisque c'est ça qui est véhiculé quand on entend ce chiffre. Hein, ce qui est véhiculé, c'est ce que les gens ont dans la tête, c'est l'idée que l'État prélève 50% de la richesse créée par le privé, le seul créateur de la richesse, pour financer des fonctionnaires improductifs. C'est ça qui est véhiculé à travers cette notion, ou à travers la notion de prélèvement obligatoire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. En fait, donc quelques points d'emblée. Il faut savoir que dans les 1100 milliards donc, de dépenses publiques, il y en a la moitié, 550 milliards, qui sont constitués en fait de ce qu'on appelle des prestations sociales, qu'elles soient en espèces, la retraite, ou en nature, le remboursement des médicaments, ou les allocations de logement, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sommes qui sont prélevées par les administrations de sécurité sociale, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages. Ça ne fait pas vivre des fonctionnaires. Et ça soutient, bien entendu, leurs revenus et leurs dépenses auprès du privé. Les retraités, ils dépensent leur argent auprès du privé. L'autre partie de la dépense publique, pour l'essentiel, majoritairement, eh bien, c'est le paiement de l'activité productive des fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire, ça contribue au PIB. Ça augmente le PIB, tout comme un salarié du privé. Et donc, cet après-midi, moi, tout comme mes collègues, on a augmenté le PIB. Et, excepté que mes étudiants, en rentrant dans mon amphithéâtre, ils n'ont pas été obligés de payer un ticket d'entrée. Pourtant, quand je contribue au PIB, il faut bien que je sois payé. Et donc, comment je suis payé? Vu que le service que je délivre, la production que je délivre est gratuite. On a choisi socialement de la délivrer gratuitement. Eh bien, je suis payé par l'impôt. L'impôt, ça joue le même prix que la baguette de pain dans une boulangerie. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous vous adressez pas au boulanger en disant « Ah ah, heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie ». Vous payez votre croissant. Vous jugez que c'est bien normal. Eh bien, payer des impôts, ça a exactement la même fonction. Et de ce point de vue-là, quand j'entends un ministre des Finances, a fortiori de gauche, dire « il y a un ras-le-bol fiscal », je trouve là, pour le coup, que le débat tombe à zéro. Tombe à zéro, c'est-à-dire que le rôle, bien entendu, d'un leader politique, c'est de faire comprendre aux citoyens que nous vivons dans des économies mixtes. Et donc, je termine. Nous vivons d'ores et déjà aujourd'hui dans des économies mixtes, avec de l'initiative privée. Et ça a du bon, l'initiative privée. Je le pense, c'est peut-être un objet de débat entre nous. Je pense que l'initiative privée, ça a du bon. Je pense que le marché, ça a du bon. Je pense même que le capital, en partie, ça a du bon. C'est une façon de répondre à la question de la délégation de pouvoir pour produire. Par contre, ce que nous montre l'histoire, c'est que le capital, si on laisse au capital, au marché, le soin de prendre en charge des missions qu'il ne sait pas faire, on ne peut pas tout faire dans la vie. Le privé, il est capable de répondre à des besoins privés. Mais tout ce qui met en jeu la part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, il y a une part de l'intérêt général qui est réductible au jeu des intérêts particuliers. Et ça, le privé sait faire. Mais je termine. Alors, sur Lénine, mademoiselle, sur Lénine, parce que vous avez assimilé mon plaidoyer en faveur de l'État social à Lénine, surtout pas. Parce que, je termine là-dessus, la raison pour laquelle nous sommes en partie sortis du capitalisme pur et dur, mais nous ne nous en rendons pas compte, il y a deux raisons. Il y a le point de vue des libéraux, les libéraux qui assimilent l'État au grand méchant, au mal, mais il y a aussi le point de vue marxiste. Et moi, je suis marxiste sur le cœur de l'analyse de Marx. Le capital, c'est le salariat, et il y a de la lutte des classes. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je pense qu'il faut sortir de Marx et de Lénine pour penser cette grande révolution qu'est l'État social, justement, qui a soustrait au privé des sphères entières d'activité et qui, je pense, est tout à fait progressiste et qui nous donne une voie pour sortir de la crise. Comment voyez-vous, vous, le capitalisme aujourd'hui? Qu'est-ce que veut dire le mot capitalisme? Le capitalisme, chez Marx, c'est un ensemble de rapports sociaux. Mais des rapports sociaux extrêmement généraux, extrêmement abstraits. Le rapport monétaire, le rapport marchand, le rapport de propriété, et évidemment le rapport salarial, qui est absolument décisif. C'est ça qui fait la différence entre l'économie marchande stricto sensu et le capitalisme à rigoureusement parler. Il faut cesser de parler du capitalisme au singulier. Il n'y a pas le capitalisme, il y a des capitalismes. Et donc lesquels sont-ils à ce moment-là? La théorie de la régulation en a isolé et qualifié plusieurs. Il y avait ce qu'elle a appelé le régime d'accumulation concurrentielle, qui était, disons, celui de la fin du 19e siècle et des 30 premières années du 20e. A suivi le régime d'accumulation qui a été qualifié de fordien, lequel est entré en crise au milieu des années 70, puis a émergé au cours d'une période de transition, a émergé un nouveau régime d'accumulation qu'on va qualifier, pour faire simple, de néolibéral si vous voulez, mais en tout cas vous voyez l'idée. Le capitalisme d'aujourd'hui n'a manifestement plus grand-chose à voir avec celui des années 45-75, qui lui-même n'avait pas grand-chose à voir avec celui des 30 premières années du XXe siècle, si ce n'est ces points communs extrêmement fondamentaux. Il y a toujours le salariat,
la monnaie, la marchandise, la propriété, Donc, mais qui se donnent des réalisations historiques successives tout à fait contrastées. Donc, Et la question, c'est de savoir si le capitalisme, que j'ai appelé pour faire simple néolibéral, la question, c'est de savoir si ce capitalisme néolibéral est entré en crise. Pour moi, c'est manifeste. Je veux dire que la crise financière n'a rien d'autonome. La crise financière n'est que la manifestation épiphénoménale d'une crise structurelle qui est beaucoup plus profonde, qui est la crise de la macroéconomie installée par ce régime d'accumulation néolibérale. La question est donc de savoir si ce capitalisme néolibéral est en train d'atteindre sa limite, si nous allons entrer dans une nouvelle séquence de l'accumulation du capital, mais laquelle? Là, c'est l'indétermination exemptée de l'histoire, hein. Nul ne peut le dire. Ou bien si, poussant la remise en cause un cran plus loin, la question ne se pose pas de savoir si ça ne serait pas le capitalisme lui-même dont il faudrait contester la légitimité. Je pense que si, du point de vue intellectuel, l'ouverture, ou plutôt la réouverture du chantier théorique de la sortie, le chantier théorique et politique de la sortie du capitalisme se pose maintenant comme jamais, je fais le pari que dans 20 ans ou dans 30 ans, nous serons encore dans le capitalisme. Mais lequel? C'est ça la question. Le cœur du capitalisme, il y a deux cœurs. Hein, il y a des poumons, on peut développer, mais il y a deux cœurs. C'est l'argent pour l'argent. C'est-à-dire, on est à un moment de la société qui commence à tourner entre le XVIe et le XVIIIe siècle, où tout est transformé en argent, et l'argent sert à faire plus d'argent. On ne perd pas les finalités. Et l'argent pour l'argent va accompagner la révolution industrielle, le développement du machinisme et le fait que les machines qui remplacent les hommes vont être plus efficaces. Les machines qui remplacent les hommes, ça veut dire qu'avec le développement du salariat, les personnes, leur travail, on les compare à de l'argent, on les réduit à de la force de travail, à une marchandise, et on peut tout égaliser, tout comparer. À travers les crises, il y a un développement. Plusieurs phases. Le capitalisme concurrentiel, c'est plutôt le 19e siècle. À la fin du 19e siècle, c'est le capitalisme de monopole, au contraire. Et après 1945, c'est le capitalisme monopoliste d'État, avec un complexe, disons, entre l'État et les monopoles. Mais cette question, donc, de la dictature de l'argent qui a reculé après 1945, et Keynes aussi a attaqué cette question de la dictature de l'argent, qui est à travers la rentabilité, en disant il faut faire des projets même s'ils ne sont pas rentables. Il ne faut pas chercher uniquement l'argent. Grande question. Dans la crise qui s'amorce systémique au début des années 70, les choses se retournent à nouveau et la domination de l'argent revient et se renforce avec un capitalisme mondialisé. Donc cette question du dépassement du capitalisme, c'est celle de la logique de l'argent pour l'argent. Et je conclus sur un point. Pourquoi il s'agit de faire table rase du capitalisme et pourquoi la table rase est posée mais n'est pas réalisée du tout? Parce qu'on a une nouvelle société qui monte. Les aspects humains, éthiques, civilisationnels, non délégataires, bien sûr, mais même le cœur du cœur qui est la technologie. Avec ce que nous appelons, et là nous avons chacun nos écoles et nos chapelles, la révolution informationnelle, où c'est l'information qu'on peut transférer, qui est séparée des hommes, qui est dans les machines, et une information, ça se partage. C'est pas comme une machine qui est ici ou là, une information c'est simultanément à plusieurs endroits. Pose les questions du partage, et donc du dépassement des règles de l'argent pour l'argent, et pose les questions du développement des capacités humaines ou des services publics, non seulement pour un souci éthique ou social ou prosaïquement de demande, mais pour un souci d'efficacité économique, jusqu'à la question du bien commun humain. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, sont posées dans les faits cette question du dépassement, jusque dans les multinationales qui cherchent à gérer des biens communs, mais de façon privée. Elles sont posées, mais elles se confrontent avec la domination des institutions héritées, de la financiarisation et de l'argent pour l'argent. Et c'est ça qu'il s'agit de dépasser, avec des règles précises, avec des critères, avec toute une rigueur, sans jeter et sans faire table rase en réalité du passé. On ne fait jamais du passé table rase, sinon il revient. Merci. Vous savez qu'on a eu grosso modo un compromis jusqu'en 1980, un compromis entre le capital et le travail. On a eu les 30 glorieuses, on a eu le développement de la protection sociale, on a le modèle social européen, le modèle social français, dans lequel, comme l'a dit Christophe, il y a 50% de capitalisme et 50% de socialisme, pour caricaturer. Mais, voilà. Et bon, ce compromis, il a été remis en cause par la contre-révolution néolibérale au début des années 80. On a eu un essor de la globalisation financière, un essor de la mondialisation, et puis qui a remis en cause, d'une certaine façon, la manière
ce compromis, plus ou moins selon les pays, plutôt moins en France, ce qui nous pose des problèmes spécifiques. Et puis maintenant, on a cette crise financière, et cette crise financière, il y a grosso modo 2 manières de la résoudre, pour aller vite. La première, ça consiste à dire qu'il faut aller plus loin dans le capitalisme financier, on n'est pas allé assez loin, il faut étendre le champ du capital, notamment en France, notamment en Europe, il faut que le capital puisse investir l'éducation, la retraite, la santé, il faut diminuer les dépenses publiques, il faut diminuer les dépenses sociales, il faut diminuer les impôts, il faut renoncer à ce compromis. Et puis, le problème que nous avons aujourd'hui et contre lequel nous avons écrit le manifeste, c'est qu'effectivement, cette offensive néolibérale s'est renforcée avec la crise, où on tire parti des difficultés des finances publiques qui sont dues elles-mêmes à la crise du capitalisme financier pour dire il faut absolument réduire les dépenses publiques. Vous avez vu, le patronat aujourd'hui est dans une grande offensive en France. Il veut absolument ces 100 milliards pour modifier en quelque sorte le partage à sa faveur. Et le problème, c'est qu'il faut, de notre point de vue, ce n'est pas la bonne réponse aux questions qui sont posées, parce qu'au contraire, on a besoin de plus de socialisation. Si demain, effectivement, on a besoin de répondre aux défis écologiques, il va falloir une société moins marchande, il faut plus d'éducation, plus de santé économique. Et c'est pourquoi on essaye de penser les ruptures nécessaires. On vit dans des économies mixtes, en fait. Le problème, c'est qu'on ne l'assume pas. Ce qui est valable pour la France est valable pour les États-Unis. Le taux de scolarisation dans le public, pour le primaire et le secondaire, est supérieur c'est-à-dire les gros effectifs, est supérieur aux États-Unis à ce qu'il est en France. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, il faut dire, en France, avec l'enseignement privé sous contrat. Donc l'État social, c'est-à-dire les services publics, la protection sociale, la régulation des rapports de travail avec le droit du travail, les politiques économiques, dans un sens keynésien, tout ça, ça existe en fait dans tous les pays du monde. Le problème, c'est que c'est pas assumé. C'est pas assumé. On n'a pas pensé en fait cette révolution qui s'est déroulée durant tout le XXe siècle. Et donc l'enjeu, de mon point de vue, maintenant on a la preuve depuis 2008, ce qu'on racontait en solo, si je puis dire, les économies, ça va, on n'avait pas constitué notre collectif à l'époque, mais enfin on était déjà sur cette position, que le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Enfin depuis 2008, c'est évident. Le capitalisme libéral nous conduit à la catastrophe. Et le gros problème, c'est comment en sortir. Ce qui fait la force du néolibéralisme, c'est pas ses promesses, c'est a fortiori pas ses réalisations. C'est le fait qu'on n'a pas d'alternative cohérente à lui opposer. Et de mon point de vue, l'alternative cohérente, ça suppose de dire que, alors il y avait une alternative durant tout le XXe siècle. Et en fait, on est en train de payer ça. On est en train de solder les comptes du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le siècle du communisme. Enfin, de l'opposition capitalisme-communisme. C'est-à-dire ceux qui étaient contre le capitalisme, ils étaient pour le communisme. Très bien. Bon, 1989, de ce point de vue-là, a tourné la page. Et on est encore... Le problème, c'est que cette page n'est pas complètement tournée. Et le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, l'alternative, elle est, comme Marx en avait une intuition, mais sur un autre registre, quelque part. Elle est déjà là, sous nos yeux. Il y a des pans entiers d'activités qui échappent au capital, parce que c'est bon pour la société. Et ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'initiative privée, bien entendu. Par contre, il faut l'initiative privée, le capitalisme libéral, donc c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en cause, qui a réemporté la mise à partir du début des années 80, qui a mis en œuvre son offensive. Bon, plus de 30 ans plus tard, on s'aperçoit de son bilan proprement calamiteux. Et ce qui est valable, de façon générale, est valable pour l'entreprise, je termine là-dessus. Il y a différentes formes d'organisation des entreprises. Ce qu'on regroupe derrière capitalisme, on parlera peut-être de la crise de la zone euro, du fait que l'Allemagne a une politique macroéconomique absolument scandaleuse depuis des années qui explique le fait que la zone euro est dans une situation absolument terrible. Bon, donc l'austérité salariale, etc. Mais enfin, il y a un bon côté du modèle allemand. C'est qu'en Allemagne, on ne méprise pas les travailleurs. En Allemagne, les travailleurs, y compris manuels, en France, on est le seul pays au monde où si on n'est pas cadre, on ne peut pas être fier de son métier. On est une... Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on n'a pas le bac S, on est une... Ça fait 15% des gens à chaque fois. Il n'y a que 15% des gens qui sont cadres, 15% des gens qui ont le bac S. Ça veut dire que la France, on méprise 85% de notre population. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, les travailleurs, y compris manuels, ils sont respectés. Et donc il y a un modèle d'entreprise, qui est un modèle partenarial, ça c'est le bon côté du modèle allemand,
qui est totalement opposé au modèle anglo-saxon qui malheureusement s'est imposé en France ces dernières années, et qui est totalement inefficace à la fois d'un point de vue macroéconomique, mais y compris d'un point de vue microéconomique en termes de gestion des entreprises. Donc on voit bien que dès qu'on gratte un peu les alternatives, moi je pense qu'il faut à tout prix se battre pour qu'on ait une conception partenariale dans l'entreprise. Enfin, une entreprise, c'est pas fait que pour cracher de l'argent au service des actionnaires. Il y a plusieurs partenaires dans une entreprise, il y a éventuellement les actionnaires, enfin il y a parfois des entreprises où il n'y a pas d'actionnaires, il y a les salariés, il y a des dirigeants, il y a des fournisseurs, il y a des clients, tout ça doit être associé d'une façon ou d'une autre à la gestion de l'entreprise, de façon y compris à ce que l'entreprise soit performante, et pour le coup on peut associer la justice sociale et la performance économique. Le groupe La Poste, si vous voulez, mon anticipation, c'est que c'est un Orange en devenir. Comme souvent les entités publiques qui faisaient plutôt bien leur boulot, quoi, compte tenu en général des conditions matérielles plutôt misérables dans lesquelles ils devaient exercer leur activité, et qui sont privatisés en grand parce que le marché c'est bon, la logique actionnariale c'est bon, etc. Et je pense que La Poste est bien partie pour se terminer à coup de suicide, à coup de harcèlement, à coup de produits frelatés qui seront refilés par les conseillers sous pression, etc. Et par quelques monumentales gamelles dans un coin obscur des marchés financiers, façon Dexia, etc., parce qu'ils auront voulu jouer les caïds de la mondialisation, aussitôt libérés des chaînes du service public. BFM TV ou telle ou telle chaîne de radio, elle choisit d'inviter telle ou telle personne, et les médias, à un moment donné, c'est tous le même discours. Actuellement, il y a le discours épouvantable, on culpabilise ce malheureux gouvernement en disant « Mais c'est pas vrai, vous faites pas assez de baisse des dépenses publiques. » On est en situation où il y a 3 à 4 millions de chômeurs, et on reproche au gouvernement d'avoir embauché des 60 000 fonctionnaires, on reproche au gouvernement de faire des emplois aidés, c'est-à-dire de faire que des jeunes en difficulté aient effectivement un emploi. Donc il y a un poids énorme du système. Et nous, notre rôle, c'est essayer quand même de faire entendre autre chose et de mobiliser les mouvements sociaux, les forces, et d'aider à la mobilisation des mouvements sociaux, des forces syndicales, pour défendre ce qui peut être défendu et pour ouvrir d'autres voies. En France, on a quand même résisté. On a maintenu un niveau important de protection sociale. Et puis, on a eu des victoires. Regardez, par exemple, la retraite par capitalisation, les fonds de pension n'ont pas réussi jusqu'à présent à s'imposer en France. Donc, on a notre voix, et c'est important qu'effectivement, on puisse l'exprimer. Écoute, déjà, moi, je travaille dans l'administration économique et statistique. Je ne sais pas ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis par ailleurs à l'université, et donc les questions d'évaluation et de relation à l'État, on les connaît bien, leurs biais, les copies retoquées quand on ne dit pas les choses comme il faut, on les connaît. Et nos trous noirs d'observation qu'on ne veut pas voir, notamment ces questions du coût du capital qui sont en train de monter. Alors, parce qu'il faut voir pourquoi nous avons vu la crise, et pour un certain nombre d'entre nous, 1 ou 2 ans, 10 ans avant, on disait c'est une folie, mais 1 ou 2 ans avant, on sentait que les choses était en train de devenir folle et proche d'exploser. Cette histoire du capital, nous sommes obsédés par ce pouvoir du capital, par le capital financier et sa logique. Mais il écrase toute la société. Donc, notre voix n'est pas assez entendue. Mais elle parle de quelque chose qui écrase chacun et tout le monde. Mais vous avez une Nous tribune là, parlons donc, de l'efficacité pour tout le monde. Pardon, mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est à quel point, dans les prétendues réponses à la crise, on est en train de faire encore pire. Notre intervention dans le débat public, qui se fait auprès des citoyens, auprès des salariés, qui sont aussi une composante majeure des entreprises, elle a permis de mettre en lumière, dans le débat français spécifiquement, la Banque Centrale Européenne comme un objet politique qui agit et qui devrait agir autrement. Et dans beaucoup de pays, on nous dit « Oh, quelle chance vous avez en France que la Banque Centrale Européenne soit si connue !» On a même jusqu'à mon collègue Benoît Cœuré, qui verse des larmes de crocodile, c'est le Français qui est représentant à la Banque Centrale Européenne, en disant « Les 1000 milliards d'euros que la Banque Centrale Européenne a donnés aux banques, pourquoi ne vont-elles pas aux PME ?» Donc ça, c'est une question qui n'est pas une question des intérêts. Non, c'est ce que j'allais vous c'est notre bataille politique.
Parce Mais que c'est pas dans les c'est autres entendu. pays qu'on pose cette question de la Banque Centrale Européenne. Mais en France, on n'entend que ça. Enfin, elle n'est que contestée, la Banque Centrale Européenne. Mais précisément, donc nous avons aussi Parce que, enfin, notre côté fort de la force. Les alternatives que nous proposons, c'est pas dire jetons la Banque Centrale Européenne, cassons tout, ou bien Inch'Allah, demain, les traités seront changés. Il faut un tout autre crédit. Nous disons la Banque Centrale Européenne, elle doit par exemple faire comme actuellement, prendre les dettes, mais sans mettre les conditions antisociales. Et ça, c'est possible avec la construction européenne actuelle. C'est pas dans le débat politique. Nous disons, il faut un autre crédit avec une toute autre sélectivité. Parce que les entreprises sont écrasées, les forces de développement sont écrasées par la sélectivité actuelle. donc- Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes inaudibles sur cette logique-là. Voilà la difficulté mais actuelle. on a bien créé une banque publique d'investissement pour créer de nouveaux moyens de crédit. Enfin, donc, Alors, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à Lannion faire un débat pour les atterrés. Le soir, en ville, et l'après-midi, dans Alcatel. Vous savez, à Lannion, il y a un peu un cluster de télécom, il y a Orange, enfin France Télécom R&D, et puis il y a Alcatel, à peu près 900 salariés, 200 suppressions d'emplois à peu près. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, ça date de novembre-décembre dernier. Plan de suppression d'emplois, parce qu'il manquait d'argent, ils sont allés voir une banque. Qui leur a prêté à Alcatel? Alcatel, c'est une entreprise technologique encore très performante. Hein, leader dans les câbles, leader dans les centraux pour Internet, etc. Qui leur a prêté? Goldman Sachs. C'est pas mal, ça, hein? Et quelles conditions a mis Goldman Sachs? Vous connaissez peut-être ça mieux que moi, je ne connaissais pas. Des covenants, je ne connaissais pas ce mot-là, qui sont des ratios financiers chaque trimestre. Et si les covenants ne sont pas respectés, eh bien, ils ont une idée que nous, Français, on n'aurait pas eu, bien meilleure que la nôtre. Ils raflent les brevets. Alors, j'ai discuté avec les salariés. C'est l'intersyndicale, et puis c'était bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter de questions politiques et économiques, ils sont un peu dans leur jus. Donc on discute, ils disent « Ah, on pourrait faire une loi contre ça !» Je dis « Oui, on peut faire toujours une loi contre le monsieur qui a levé la jambe droite, mais on peut tout de suite utiliser une action positive. Pourquoi la Banque publique d'investissement? C'est pas elle qui prête à Alcatel. Et avec de toutes autres conditions, parce que c'est quelque chose de public. Et il faut mettre en cause, effectivement, les responsables politiques. Il y a toute une construction à faire là-dessus. Mais cette réorientation du crédit, elle va se heurter effectivement à la logique. Donc vous voyez, les questions sont posées de façon frontale, mais elles sont obscurcies effectivement par les médias, par le débat d'idées, par le manque de temps, l'inculture. Tout d'abord, moi, le principe général de l'évaluation des politiques publiques, bien sûr que je suis preneur. Bien sûr que toute politique publique, l'impôt c'est important, donc bien entendu, ça mérite un contrôle, ça mérite d'être évalué, ça mérite d'être débattu, bien entendu. Alors après, le problème, c'est quand on transforme cette évaluation des politiques publiques en instrument systématique pour démanteler l'intervention publique. Là, ça crée un petit problème, vous voyez ce que je veux dire. Mais le principe en lui-même de l'évaluation des politiques publiques, ça ne me dérange absolument pas. Bien sûr, un fonctionnaire se doit en permanence, son travail, enfin en permanence, il ne faut pas non plus harceler les gens, mais voilà, il y a bien entendu une logique d'évaluation qui, moi, ne me dérange absolument pas. Tout dépend de la logique dans laquelle c'est fait. Si la logique, c'était de dire aux fonctionnaires, écoutez, vous avez un travail très, très important, l'impôt c'est important, donc il faut essayer de réfléchir tous ensemble pour travailler mieux, pour satisfaire encore plus efficacement les besoins des citoyens, voilà, pour que vous vous sentez mieux dans votre travail, valoriser. Mais les fonctionnaires sont bien entendu preneurs. Si on transforme l'évaluation en un instrument où on insécurise en permanence, les fonctionnaires, tout comme on insécurise en fait toute la société. Hein, le modèle néolibéral, le modèle de management, le modèle néolibéral, vous êtes bien passé pour le savoir en étant jeune, c'est l'insécurisation permanente. Et donc, bien entendu, là, on est dans une autre logique. Hein, donc tout dépend, effectivement, qu'est-ce qu'on met comme contenu sur l'évaluation. Alors, après, sur la dépense publique, quelques illustrations. En France, la dépense publique, c'est 56% du PIB. Aux États-Unis, c'est moins. Aux États-Unis, la part des prélèvements obligatoires, c'est un peu plus de 30%. En France, on est à 45%. Bon. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait un choix qui est qu'il y a des services publics aux États-Unis. Il y en a même qui existent aux États-Unis qui sont plus développés qu'en France. La gestion de l'eau aux États-Unis, c'est public. Ça fait des années que les multinationales françaises de l'eau essayent de s'implanter sur le marché américain et les collectivités locales américaines, pour l'instant, disent niet. Alors, qu'est-ce qui explique que les prélèvements obligatoires, que la dépense publique soit plus faible aux États-Unis? Parce qu'ils ont fait le choix sur certains domaines essentiels, comme la santé, de confier ça plus au privé. Donc aux États-Unis, il y a de la retraite publique. C'est même important, c'est ce qu'ils appellent la social security, c'est ce qu'ils appellent la sécurité sociale.
Tous les Américains connaissent la sécurité sociale. C'est leur carte de retraite publique. Il y a d'ailleurs un régime unique. C'est plus socialisé qu'en France, quelque part. Il y a un régime unique, ça fonctionne en répartition, moite-moite cotisation salariée, moite-moite cotisation employeur. Bon, il y a des fonds de pension, mais ça représente qu'une minorité des retraites. Là où ils ont été beaucoup plus loin, donc il y a les fonds de pension, bien sûr, mais là où ils ont été très loin en matière de privatisation, c'est sur la santé. Il y a de la santé publique. Medicare pour les plus de 65 ans, c'est quand même pas rien, c'est généralement là qu'on est malade, et puis Medicaid pour les pauvres. Mais enfin, la majorité des Américains ne bénéficient pas de la santé publique. Enfin, la réforme Obama, elle a un peu élargi les possibilités de recourir au système public, hein, oui. L'option publique, comme disait, mais enfin, elle s'est essentiellement traduite par le fait que l'État américain va subventionner la possibilité pour les Américains de souscrire une assurance privée. D'accord ? Donc ça en fait élargit le champ des assurances privées, hein, fondamentalement. Bon, mais je reviens sur le cœur du sujet. Donc la majorité des Américains sont couverts par le privé. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois ? Parce qu'en fait, ce n'est pas les Américains qui, individuellement, sur le trottoir, vous rentrent dans une compagnie d'assurance en disant « je voudrais m'assurer ». Non. En fait, quand vous êtes salarié américain, la chose que vous négociez avec votre entreprise, ce n'est pas simplement votre salaire net, vous négociez aussi, dans le package, la complémentaire santé, enfin la santé, la couverture santé, et puis la complémentaire retraite par capitalisation. Voilà. Ça fait partie de la négociation salariale, puisque sinon, ça... Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque mois ? À la fin de chaque mois, les entreprises américaines payent moins de charges sociales. Mais qu'est-ce qu'elles payent ? Elles payent des prélèvements privés. Elles payent des cotisations privées. C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Elles s'y sont engagées auprès de leurs salariés. Elles ont signé un contrat avec les compagnies d'assurance privées, avec les fonds de pension pour la retraite. Et donc, les prélèvements privés sont beaucoup plus importants aux États-Unis que les prélèvements publics. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace ? Les Américains, les États-Unis consacrent 18% de leur PIB pour la santé. Ils dépassent, c'est un record du monde, absolu. On sait que les dépenses de santé ont tendance à augmenter quand le PIB augmente par habitant, c'est normal, plus on est riche, mieux on se soigne. Mais eux, ils explosent par le haut les dépenses. Et donc, en fait, qu'est-ce qui coûte cher ? C'est le recours au marché. Alors, il y a les profits des trusts pharmaceutiques, tout ça. Mais c'est même pas ça l'essentiel. C'est le recours même au marché qui coûte cher. Pourquoi ? Aux États-Unis, il y a un marché fantastique pour les jeunes, qui font notamment des écoles de commerce ou des études d'économie. C'est le métier d'actuaire au service des assurances privées de santé. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que les frais de gestion de l'assurance privée de santé, c'est 40% du budget de la santé privée américaine. En France, les frais de gestion de la Sécu, c'est moins de 5%. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliers de jeunes dont le boulot, ça consiste à être embauché par une assurance privée, comme actuaire, à aller dans les entreprises, pour dire « Bonjour, je suis de la compagnie Intel, je viens étudier vos population, quelle est la pyramide des âges, combien il y a de femmes qui sont susceptibles d'être enceintes, des risques professionnels, etc. » Et tout ça coûte une fortune. Donc le marché, il a son efficacité. Vous n'allez pas me faire dire à moi que le marché, il faut le supprimer. Non, arrêtons ces bêtises. Mais le marché, il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Par exemple, pour prendre en charge la stabilité financière, des besoins sociaux comme la santé, la retraite, pour assurer le plein emploi, eh bien le capitalisme libéral, ça ne marche pas. Actuellement, depuis la crise, si on a un problème de déficit de la sécurité sociale, c'est à cause de la crise. On a eu une crise. La crise, elle nous a coûté 6% d'emplois. Ces 6% d'emplois, c'est des cotisations qui ne rentrent pas. Et donc, actuellement, on est dans une histoire de fou. Il y a eu la crise, les cotisations ne sont pas rentrées parce qu'il y a du chômage. Et au lieu de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher du plein emploi, qui est une question difficile, délicate, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va faire des ponctions sur la sécurité sociale. D'où vient le déficit de la branche famille ? Il n'y a pas de mystère. Les 2 milliards qui manquent, c'est justement les cotisations qui manquent à cause de la crise. Et c'est pareil pour la retraite. Les pays qui ont les fonds de pension, c'est extrêmement coûteux en termes de gestion. Et dans beaucoup de pays où ça a été introduit, ça a été des catastrophes, en particulier pour les travailleurs de bas salaire. Et donc il faut bien voir que le privé, c'est souvent très coûteux. Je voudrais rebondir sur l'idée d'évaluation, parce qu'on a parlé de l'évaluation pour les dépenses de l'État, pour la sécurité sociale, mais les crédits bancaires, qui les évalue ? C'est une énorme question avec un risque systémique énorme, que ce soit le risque pour la monnaie, ou bien la crise financière, le PIB. Et d'ailleurs,
le déficit de l'État a doublé parce qu'il a fallu sauver les banques. Pas uniquement. Attendez, j'ai pas dit parce qu'il a fallu premièrement, je suis pas en train d'écrire, et sauver les banques, et éponger, faire l'ambulance sociale de la crise. Il a doublé pour ces deux raisons-là, c'est tout. Est-ce que l'argent, il est utilisé à développer l'emploi? Parce que l'emploi, c'est pas le ghetto dont on va parler sans parler de la finance. Comme quelqu'un qui dirait, on parle de l'écologie, on va parler du Prévert qui est à côté, excusez-moi pour le poète, ou des petites montagnes isolées, mais on va pas parler de tout l'air pollué sur le périphérique ou sur Paris. On parle de l'air pollué aussi. Donc l'emploi, il est lié à cette finance. Et le grand économiste qui est Keynes, il a dit les deux choses sont liées. Donc, ce crédit, est-ce qu'on évalue s'il développe l'emploi? Non. On le donne pour la spéculation, pour les délocalisations, pour, par exemple, Sanofi a eu 16 milliards à 2% en 2001 ou 2002. Que fait la police? Et la police des banques, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, cette évaluation, malheureusement, l'argent utilisé pour l'emploi ou pour la spéculation, c'est une grande question de société parce que c'est l'argent de tous. Et il s'agit, on a développé ça, il s'agit de le maîtriser. Mais malheureusement, pour le maîtriser aujourd'hui, on s'affronte à des intérêts gigantesques, qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les miens, qui peuvent devenir demain c'est l'intérêt de quelques personnes qu'on a fait monter dans le gratin, mais qui sont celles de, comme je dis, Mamie Bettencourt, comme j'ai dit à mes étudiants hier, de quelques-uns uniquement, qui font un hold-up par ce pouvoir du capital financier, cet effet de levier d'un tout petit peu qui permet de manier beaucoup. Et excusez-moi, je finis ma logique. Malheureusement, pour instaurer cette évaluation de ce qu'on fait avec les crédits, à quoi ils servent, l'argent de tous, on se heurte à des intérêts tellement puissants qu'il faut en réalité bouleverser les choses. Est-ce que c'est normal, ça? Le capitalisme, donc, selon vous, est un modèle sans suite. On ne pense pas à demain, on pense à ce qu'on va prendre aujourd'hui, à se mettre dans les poches et à partir ensuite. Donc, il est devenu de plus en plus. C'est la logique que porte le capitalisme. Parce que la société, elle est bien plus complexe que ça. On a passé en revue la Sécu avec Christophe et Henri, le système bancaire, la sélection complètement aveugle et catastrophique des risques avec Frédéric, etc. Il faudrait parler des brillantissimes résultats du capitalisme ou des entreprises sous contrôle actionnarial, et je devrais dire sous empire actionnarial, car là, il y a quand même un sacré sujet. Le primat du point de vue actionnarial a imposé les normes de rentabilité des capitaux propres que vous savez, normes qu'on résume en général par le chiffre un peu amulette des 15%, mais enfin la chose n'est pas complètement controuvée. Hein. Or, nous vivons là dans un système qui marche littéralement sur la tête, puisque les actionnaires eux-mêmes interdisent tout investissement qui ne passe pas la barre de rentabilité des 15 ou quelques autres pourcents. Moyennant quoi, les entreprises découragées d'investir si elles ne satisfont pas les conditions actionnariales qui leur sont imposées sont sommées de restituer le cash déclaré oisif par les 10 actionnaires, qui sont ceux-là même qui l'ont empêché de s'investir, vous me suivez, avec des opérations de buyback dont vous connaissez absolument l'énormité. On l'a vu encore récemment avec Apple qui rend son cash aux actionnaires. Tant et si bien que nous en sommes arrivés à un système, le système de la bourse au sens strict du terme, c'est-à-dire des marchés d'actions, des marchés de fonds propres, dans lequel ce ne sont plus les actionnaires qui apportent de l'argent aux entreprises, mais les entreprises qui restituent de l'argent aux actionnaires, puisque vous savez que la contribution nette des marchés d'actions aux États-Unis au financement des entreprises est devenue négative, et de beaucoup. Moyennant quoi, nous sommes dans un capitalisme qui a des propriétés dépressionnaires sur l'investissement, par inhibition actionnariale. Car le présupposé, c'est que le privé est bien quoi que fasse le privé et que le public, c'est abominable. Donc il faudrait se défaire de ce genre de schème de pensée automatique et en revenir à, puisque vous parliez d'évaluation, à des évaluations correctement faites et dans tous les compartiments du jeu. Et ça ne donnerait pas les résultats de la pensée dominante, hein, je vous le garantis. Mais je pense que la thèse du conflit d'intérêts n'est pas la bonne. Je veux dire que ces économistes qu'on entend à longueur de temps dire ces choses qui semblent vraiment tenir le discours par la voix de son maître, le discours des banques, le discours de la déréglementation, etc., ne sont pas achetés par les banques. Simplement, ils sont payés pour dire ce qu'ils pensent. C'est peut-être plus grave encore. Et donc, ça pose la question de savoir comment on en est venu à cet état du champ de la science économique où l'écrasante majorité des universitaires
d'eux-mêmes ont été convertis à cette pensée-là sans que plus aucune autre pensée alternative n'ait la possibilité de se faire entendre. Alors évidemment, que des économistes soient si bien disposés à l'égard des entreprises, les entreprises ne pouvaient pas le louper. Donc forcément, elles ont fait appel à leurs services, elles les réunissent en cercle, le cercle des économistes, dans des hôtels luxueux, etc., etc. Et ces gens continuent de dire, mais payés assez souvent ou largement défrayés, des choses qu'ils auraient dites de toute manière. Quant à savoir si nous avons bien fait en nous déclarant atterrés, je pense que nous n'avions plus le choix de toute manière. Je veux dire, notre marginalisation est inscrite dans un certain état du champ. D'ailleurs, l'appellation d'économiste hétérodoxe est devenue comme une espèce de stigmate ou une marque d'infamie. Et je pense que l'atterrement est un affect que beaucoup de personnes étaient capables de partager, car l'état du monde est effectivement bizarre. Donc moi, je trouve que ce n'était pas une si mauvaise appellation. Qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer? Ça, c'est quasiment une question kantienne. Alors, ma réponse est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer avec un gouvernement de gauche? Ah, mais le gouvernement est-il de gauche? C'est ça la question. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et la proposition est vraie à l'intérieur d'un certain cadre des structures économiques. C'est-à-dire, en effet, lorsqu'on s'est mis sur le dos la déréglementation financière internationale, le libre-échange sans aucun frein, le modèle européen de politique économique avec banque centrale indépendante, austérité imposée par les critères, les traités, les pactes, les two-packs, le TSCG, etc., il est bien vrai qu'à l'intérieur de ça, il n'y a plus beaucoup d'alternatives. En revanche, il y a une alternative qui demeure toujours, c'est celle de sortir du cadre et de le refaire. Et pour moi, la différence de la gauche et de la droite, elle est là. Elle est dans ce rapport au cadre. Est de droite ce qui reste dans le cadre, est de gauche ce qui veut sortir du cadre et refaire le cadre. Je pense que peut-être même que Sarkozy n'aurait pas fait pire. Par conséquent, l'appellation la plus juste à mes yeux pour le Parti socialiste, c'est que c'est la droite complexée. C'est ça la seule différence. Il y a la droite complexée et il y a la droite décomplexée. Bon, voilà les termes de l'alternative politique et électorale. Nous avons à choisir entre la droite complexée et la droite décomplexée. Et je vous avoue qu'en matière d'espérance de l'individu de gauche, ça nous mène pas très loin. Quant à Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La distillation des opinions en cours est tout à fait scandaleuse. C'est un fléau. C'est un fléau. Et le problème, voilà, c'est un fléau. Effectivement, c'est un fléau de notre science économique. Effectivement, on a une masse d'enseignants qui, pendant des années, ont répété la vulgate néolibérale, ont répété que les marchés financiers étaient parfaitement efficients, ont répété que le marché était efficace. Et puis, au moment de la crise de 2007-2008, on s'est aperçu qu'effectivement c'était complètement bidon, qu'il y a eu des tas de cours de finance qui étaient complètement bidons, qui n'avaient rien à voir avec le fonctionnement réel de l'économie et des marchés financiers. Et c'est pareil, alors on peut toujours démontrer, un professeur peut toujours démontrer qu'effectivement le marché a abouti à un équilibre, un optimum de Pareto. N'empêche que le marché, ce point de vue, ne règle pas tous les problèmes qu'on a effectivement liés, par exemple, aux problèmes écologiques, etc. Donc les économistes qui effectivement se donnent comme objectif de penser l'évolution de notre société, se donnent comme objectif de fournir des guides aux citoyens, eh ben, forcément, ils sont proches de nous. Le livre de Laurent Mauduit, il a été salutaire, effectivement. La question, elle va encore un petit peu plus loin, on peut ajouter les uns les autres, mais il montre non seulement les conflits d'intérêts, mais plutôt de quelle position chacun parle, d'où il parle. D'ailleurs, quand on entend machin, économiste de marché, ça veut dire économiste de banque. Bien sûr, on ne lui dit pas, tu dis ça. Mais on a sélectionné, on a pris ceux qui. Alors, mais l'autre chose qu'il y a derrière ça, c'est jusque dans l'administration, la sélection. Alors, quelle est la deuxième spécificité des intérêts dont on n'a pas assez parlé ici? Parce que vous n'avez pas posé la question, et on s'est poliment quand même conformé à vos questions. Nous formulons des propositions. Et pas seulement des propositions qui disent « si le monde était autrement, on ferait ça ». Nous proposons des propositions à partir du monde actuel. Et c'est ça qui est très important, et qui nous a rassemblés. Et des propositions à partir d'un constat qui est « ce qu'ils font,
va en réalité contre l'unification des peuples d'Europe, contre l'unification au bon sens des peuples d'Europe, est en train de détériorer l'idée européenne, on en a la preuve dans les 3 ans, et il faut de toute autre proposition, parce que nous voulons, au contraire, être utiles, et à partir de la situation actuelle, même si nous pouvons avoir des positions plus révolutionnaires, plus radicales, ou même si leurs implications, nous pensons qu'elles sont plus révolutionnaires et plus radicales. C'est quand même très important, cette idée qu'il faut maîtriser le crédit, une toute autre sélectivité du crédit, qu'il faut des dépenses publiques d'une toute autre façon, c'est des choses très importantes. On n'a pas développé. Alors, la gauche. Parce que je crois que les gens ont leurs fractures internes. Il y a une vision de l'argent purement morale. Et il y a des gens à gauche qui disent l'argent pas touche parce que c'est pas ma morale, c'est pas beau en soi. Et ils sont devenus ensuite des gens qui disent moi j'ai un cœur et puis sur l'argent je fais confiance aux techniciens. Et on a toute cette récupération technocratique de la gauche actuelle. À mon avis, l'enjeu majeur, c'est de comprendre à quel point l'argent et le social sont des choses reliées, profondément reliées, et ne c'est pas une question purement morale, l'argent. C'est ça, la grande chose. Et c'est là-dessus que la gauche doit faire son aggiornamento. Et si on pouvait parler du front de gauche, j'éviterais d'en parler trop, malgré tout, mais sa force, c'est quand il fait des propositions, et quand il met le doigt sur ces questions de l'argent, comme sur la Banque Centrale Européenne, sa faiblesse, c'est quand il se contente de dénoncer à blanc des choses. Sa force, c'est quand il apporte à la société en montrant le coût du capital, 309 milliards, les cotisations sociales des entreprises, 2 fois moins. Alors, on a parlé de la comptabilité nationale. On n'en a pas beaucoup dit de mots, quand même. Il y a un peu... on a eu 20 ans de charlatanerie sur la comptabilité, qui ont mis en cause la comptabilité nationale. C'est notre ami Olivier Weinstein qui le racontait à l'Assemblée Générale des Atterrés. Les économistes classiques ont montré l'importance de la valeur ajoutée. Avant qu'on ait produit, on n'a pas produit. Et après qu'on ait produit, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'est fait. Il y a une valeur ajoutée. Il y a des entrants, il y a des intrants. Et ce n'est pas la même chose quand on a de la farine, de l'eau, et quand on a du pain, il y a une valeur qui a été ajoutée. Et ce détournement qui a fait partie de la révolution néolibérale, de dire c'est la valeur actionnariale qui compte, c'est terrible comme obscurantisme. Cette question de la valeur ajoutée est décisive. Et je crois que franchement, on doit beaucoup y revenir, et notamment pour évaluer l'efficacité de toutes nos politiques. Et ça m'amène sur la question qui t'a été posée, parce qu'elle me concerne aussi. Nous tous, nous faisons des enseignements. Alors, je suis amené à parler, je fais un cours de microéconomie, vous voyez. Alors, j'ai demandé à faire microéconomie et analyse de l'entreprise, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Je fais les deux. Et quand les étudiants me disent « Mais pourquoi il y a des hypothèses aussi folles ?» Je suis obligé de répondre. Et je suis obligé de parler de Jevons, le fondateur de la microéconomie. Qu'est-ce qu'il dit, Jevons? Celui qui a nié la valeur ajoutée. Est-ce qu'on va taire ce qu'il dit, ou est-ce qu'on va raconter ce qu'il dit? Dans son ouvrage fondamental, L'économie politique, je crois que ça s'appelle, il explique, en 1871, juste après la Commune de Paris, nos classes je cite de mémoire, hein, mais j'ai l'habitude de le dire en cours, c'est à peu près ça. Nos classes de travailleurs, en 1871, ont tellement développé leur pouvoir d'organisation et leur puissance qu'elles menacent notre richesse. Qui est le nôtre? On ne sait pas. Tiens, d'où il parle? Ça nous ramène à Mauduit. Nous devons donc, j'aime ce donc, développer une théorie où le travail ne soit jamais la cause de la valeur. On appelle ça de la science. Ben, c'est terrible. Et nous, on va se taire. On ne va pas le dire à nos étudiants. Non. Et alors je suis, effectivement, c'est compliqué. On est obligé de leur dire, et de leur dire, mais il y a des outils qui peuvent vous servir, il y a une réflexion qui vous sert, mais l'entreprise n'existe pas en microéconomie, en réalité, parce que le travail n'existe pas. Mais si on la déplie, on voit que c'est compliqué, une entreprise, c'est pas simple. Et c'est amener toute une richesse, et amener les gens, effectivement, à réfléchir. Voilà. En réalité, on se pose des problèmes que tout le monde se pose, mais on ne veut pas les voir. Et je crois que Frédéric a raison sur l'évaluation. On devrait beaucoup plus faire débattre les économistes entre eux, entre hétérodoxes et orthodoxes. Je vous remercie, M. Boccara. Si, M. Arnaud, vous voulez terminer en quelques mots. Mais sur la question des alternatives, et notamment sur l'économie de l'entreprise. En fait, on ne vous l'a pas dit, mais on est venu ici pour recruter. Bras ouverts. Hein, si effectivement on a déjà des gens qui travaillent là-dessus, mais insuffisamment, si je suis convaincu qu'il y a des enseignants ici ou des étudiants qui sont prêts à nous apporter leur expertise. Attention, on va évaluer après, hein. On est pour l'évaluation, on est d'accord, hein. Mais voilà, une expertise antilibérale, parce que c'est quand même ce qui nous rassemble. Ben vraiment, sincèrement, c'est pas un effet de manche, vous êtes vraiment sincèrement bienvenus. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on est contre le néolibéralisme. C'est ça qui nous rassemble.
On ne demande pas la carte, ou l'absence de carte à l'entrée des économistes atterrés. Je dis toujours à mes étudiants, j'efforce toujours de venir les étudiants, que sur chaque objet de l'économie, il y a au moins 2 grandes théories, il y en a d'autres. Mais il y a une cohérence libérale qui a sa cohérence, qui est parfaitement respectable. Et je pense, la cohérence libérale, au fond, ça consiste à dire que le tout est réductible au jeu des parties, que l'intérêt général est réductible au jeu des intérêts particuliers. C'est une cohérence parfaitement respectable d'un point de vue théorique. Voilà. Et ça conduit bien entendu à faire l'idée que la concurrence de chacun, la lutte de tous contre tous va conduire à un intérêt général, puisque chacun va produire plus, ça va bénéficier à tous. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est la cohérence libérale, parfaitement respectable. Et puis il y a une autre cohérence, keynésienne ou marxo-keynésienne, vous appelez ça comme vous voulez, qui consiste à dire, le tout n'est pas réductible au jeu des parties. L'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, voilà, il y a 2 cohérences, il y en a au moins 2. Il y a 2 théories, il y a 2 opinions, j'aime pas trop ce terme, et moi, j'affiche. Je vous dis d'emblée quelle est la mienne. Je préfère que vous soyez au courant, mais je vais m'efforcer de représenter les 2 cohérences, mais je ne vais pas jouer de la fausse neutralité. Il y a plusieurs théories économiques, il y a plusieurs façons de penser l'économie, et je pense qu'il est quand même mieux pour les étudiants, y compris, de présenter, quand on est enseignant, plutôt dans quelle inscription on se situe. Alors, sur la comptabilité nationale, à Paris 1, nous sommes une des dernières universités en France où en premier cycle, il y a de la comptabilité nationale. Pourquoi ? Parce que dans d'autres universités, et vous voyez là que l'éloge du pluralisme et des libertés, ça a changé de camp. Hein. Dans la plupart des universités de France, les économistes néoclassiques libéraux ont jugé que la comptabilité nationale, c'était plus utile. Ça ne sert à rien. Il faut faire de la micro, des petits modèles théoriques, ou de la macro, qui est en fait de la micro réaménagée. Il faut faire de la micro, fondamentalement. Et donc, on a supprimé quasiment systématiquement les cours de comptabilité nationale. Je ne sais pas où ça en est à l'ESSEC. Mais voilà, la comptabilité nationale, vous savez, c'est ce qui permet de savoir pourquoi le PIB, c'est 2000 milliards en France. Comment ça se répartit entre... C'est magique, le PIB. C'est génial. On a le même chiffre, 2000 milliards, pour la valeur ajoutée. Et c'est là qu'on découvre que, par exemple, la contribution au PIB des fonctionnaires en France, c'est 350 milliards. 350 milliards, ça veut dire que c'est 1/3. La contribution au PIB des fonctionnaires, ce qu'ils produisent les fonctionnaires comme valeur ajoutée, c'est 1/3 de ce que produisent les salariés des SNF, c'est-à-dire des sociétés non financières, les entreprises de droit commun. Vous allez me dire, monsieur, ça fait que 1350 milliards, il en manque 650. Oui, il y a les sociétés financières, on a du mal à évaluer leur valeur ajoutée, mais enfin, on considère malgré tout que c'est utile, donc on l'évalue à 80 milliards. Après, il y a les ménages, c'est énorme, les ménages, il y a les entrepreneurs individuels dedans, enfin, pour plein d'autres raisons, bref. Mais voilà, la contribution, grâce à la comptabilité nationale, on peut dire que la contribution au PIB des fonctionnaires, c'est 1/3 de celle des salariés de droit commun qui travaillent dans les entreprises. C'est quand même pas mal, la comptabilité nationale. On comprend pourquoi certains n'aiment pas trop ça, en fait. Bon, donc, et pas avec le même chiffre, on peut dire, ça sert soit à la consommation, soit à l'investissement. Attention dans la consommation, hein. Dans la consommation, il n'y a pas simplement la consommation de biens ou de services. Il y a la consommation de services non marchands. Vous consommez des services publics. Ça rentre... La comptabilité nationale permet de visualiser ça. Merci beaucoup, monsieur Armaud. Merci beaucoup. Alors, on va clore ce débat. J'espère que maintenant, le débat continuera dans vos esprits, comme on en a parlé au début avec monsieur Lordon. Et donc, je vous invite à poursuivre la soirée de façon moins formelle au cocktail avec nous. Peut-être que certains de nos invités continueront la soirée et seront ravis de répondre à vos questions. En tout cas, merci pour votre présence ici ce soir et à très bientôt au Mardi de l'ESSEC. Bonne soirée.